Bonjour tout le monde, on va commencer d'ici Bonjour à quelques tous. minutes. On laisse le temps à nos intervenants de se reconnecter, à nos participants de nous rejoindre. Il est bientôt 10 heures. On va être ensemble pour 2 heures de webinaire ce matin autour de l'argent et des femmes entrepreneurs. Je vois qu'il y a encore certains de nos intervenants qui sont en train de se connecter. On va faire un petit tour de table, bien sûr, pour se présenter. Je serai accompagnée aujourd'hui d'un certain nombre d'intervenants spécialistes de la question de l'argent et des femmes entrepreneurs. Voilà, je laisse encore un petit peu de temps à tout le monde d'arriver. On va être pile à l'heure pour 10 heures. Bonjour, bienvenue à l'édition 2024 de ce webinaire Femmes Parlons d'argent sans tabou qui est organisé par Actionnel depuis de nombreuses années maintenant. Je suis accompagnée aujourd'hui d'un certain nombre d'intervenants que je vais accueillir. Je vais le faire dans l'ordre qui me vient. Hein. C'est pas forcément dans l'ordre ni d'importance ni l'ordre chronologique. Je suis d'abord accompagnée de Frédéric Montrésor. Frédéric est la présidente d'Actionnel, vous la connaissez certainement. Elle est également chef d'entreprise de Bleu Reflet et elle viendra nous parler de son expérience en tant que chef d'entreprise qui est allé chercher des financements pour son entreprise aujourd'hui. Bonjour Frédéric. Avec le micro, c'est mieux. Bonjour Frédéric, tu m'entends? Alors, Frédéric a visiblement des problèmes de micro. J'espère qu'on l'aura récupéré d'ici tout à l'heure. On va essayer de se rebrancher. Je suis également accompagnée de Pierre Boquet de la Fédération bancaire française qui est un partenaire historique d'Actionnel et qui viendra nous parler des relations entre les femmes chefs d'entreprise et les financeurs, les banques. Bonjour Pierre. Bonjour à toutes. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vois en tout cas sur l'image. Merci Pierre d'être avec nous. On est également avec Dorothée qui représente la Banque Populaire aujourd'hui. Bonjour Dorothée. Bonjour à tous. Oui, tout à fait, Banque Populaire et Paris. Et vous êtes accompagnée d'une de vos collègues qui s'appelle Estelle. Je ne sais pas si Estelle nous voit et nous entend. Bonjour Estelle. Bonjour, je vous entends, je vous vois. Donc en effet, Estelle Moussin. Eh bien, toutes les deux, vous nous parlerez de comment rendre son dossier bankable auprès des banques, auprès des établissements bancaires et comment obtenir des financements. On est également avec Julien qui représente le financeur BPI France. Bonjour Julien. Bonjour tout le monde. Merci de nous avoir rejoints. Narima également de l'ADI, l'organisme de microcrédit de l'ADI. Bonjour Narima. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Narima, on vous entend, super. Et enfin Christine Nguyen, vous représentez la société QLN qui accompagne les entreprises. Vous aidez les entreprises à avoir plus grand et vous serez en co-animation. Vous allez m'aider à parler de ce sujet difficile aujourd'hui qui est l'argent et les femmes. Bonjour Christine. Bonjour à tous. Je suis absolument ravie de faire partie de ce webinaire. Merci beaucoup pour l'invitation et bonne journée des droits de la femme à toutes. Alors Christine, l'argent, les femmes, c'est un tabou. Nous, on fait ce webinaire depuis de nombreuses années déjà. C'est toujours un tabou en 2024. À votre avis, pourquoi ? Il y a plusieurs choses qui jouent. D'abord, de manière globale et sans que ce soit genré. En fait, il y a déjà toutes les croyances un peu limitantes concernant l'argent, la volonté de sa place dans la société et de manière plus genrée, du coup, à destination plutôt des femmes. C'est un peu malheureusement caricatural de le dire, mais c'est vrai et c'est important de mettre un doigt dessus. C'est lors de l'éducation et quelle que soit en fait la société dans laquelle on est, mais encore plus, un peu moins en fait en Europe, mais un peu plus dans les sociétés un peu asiatiques, africaines. Et je suis désolée de le dire parce que c'est très très caricatural de le dire comme ça, mais en fait on est souvent éduqués nous les femmes en fait à plutôt rester à la maison, à faire attention aux autres, à la famille et l'homme. Et il y a eu encore une étude qui est sortie très récemment, je crois il y a 2 semaines, qui disait que en fait la place de l'homme était plutôt d'aller chercher l'argent
au sens très trivial du terme, d'aller chercher l'argent et de contribuer à la nourriture de la famille, et à la femme à faire attention au foyer. Donc, partant en fait de ce bagage de croyances un peu limitantes qui sont héritées du fait de l'éducation, en fait, du coup, les femmes de nos jours sont moins dirigées déjà vis-à-vis des études. On voit très clairement que en fait, elles font moins de mathématiques, qui malheureusement conditionne, en tout cas en France, beaucoup l'orientation vers les études à Bac+5, donc les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs. Et ensuite, du coup, elles sont vraiment moins orientées naturellement, en fait, vers l'entrepreneuriat et vers l'argent. Mais nous allons décortiquer l'ensemble de ces croyances tous ensemble pendant ce webinaire, pendant cette heure. Oui, tout à fait. Effectivement, on s'adresse ici à des femmes chefs d'entreprise, à des porteuses de projets. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même un pas qui a été franchi. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreuses à nous rejoindre. Déjà, à peu près 60 participants. On va vous demander quel est votre statut. Est-ce que vous êtes plutôt porteuse de projet, plutôt chef d'entreprise, pour savoir qui on a en face de nous. Christine, aujourd'hui, en 2024, pourquoi est-ce qu'il faut faire changer cette mentalité? Tout à l'heure, quand vous disiez que les hommes doivent aller chercher l'argent, on se croirait vraiment un peu au temps des hommes des cavernes, hein, c'est-à-dire qu'on a les chasseurs d'un côté et le foyer de l'autre. C'est vraiment terrible. Pourquoi est-ce qu'il faut changer ça? Alors, avant de répondre à votre question, en fait, ce que je voudrais vraiment mettre en évidence, c'est que c'est une étude très récente et qui porte également, en fait, sur les différents âges. Et on était très étonnés, en fait, de voir que même les jeunes générations, surtout les jeunes générations, en fait, on continue de garder, en fait, cette image très patriarcale. Donc, c'est plutôt étonnant. Et pourquoi il faut la changer? C'est parce que déjà, je pense que du fait de l'éducation, nous sommes déjà plus orientés, effectivement, même s'il y a quand même un plafond de verre, mais on fait de plus en plus, les femmes font de plus en plus d'écoles à Bac+5, et il n'y a pas de raison, en fait, qu'on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat derrière. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler. Il y a vraiment les croyances limitantes au niveau de moi, femme, mon rôle dans la société, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, est-ce que j'ai le droit en fait de m'autoriser à faire ce que je veux faire, c'est-à-dire peut-être être entrepreneuse. Et ensuite, il y a également toutes les croyances qui sont cristallisées autour de l'argent. Et ça, c'est vraiment quelque chose de plutôt dur. Il y a plein de choses qui jouent, donc on va les voir au fur et à mesure. Et il y a également quelque chose de très très fort qui ne touche pas que les femmes, c'est que lorsqu'on démarre une entreprise, très souvent, en fait, l'argent est un peu sous-estimé tout court. C'est-à-dire qu'on se dit, on va naturellement vers ce qui est plutôt sexy, donc on se dit, je vais faire un logo, un site internet, je vais vivre de ma passion, mais effectivement, se faire un business plan pour pouvoir prévoir en fait l'argent dont on a besoin avant de commencer son activité, valoriser en fait son besoin en fonds de roulement, son besoin en cash pour savoir si on a de quoi tenir en fait le moment du ramp-up en fait de la création de l'entreprise, c'est quelque chose en fait qui est plutôt technique, sur lequel il faut accepter de se faire aider si on ne sait pas le faire, et c'est normal. Mais c'est quelque chose auquel les entrepreneurs ne pensent pas, et c'est une des raisons qui explique que malheureusement, sur les 2 premières années de vie d'une entreprise, eh bien, il y a beaucoup de faillites. En fait, c'est vraiment, je crois que de mémoire, on est à la moitié des entreprises qui meurent. Le mot est un peu fort, mais c'est vraiment ça, en fait, au bout de 2 années de création et d'activité. Et heureusement, il y a des solutions à ça, et ce n'est pas une fatalité. On va le voir pendant ces 2 heures. Alors, vous êtes 57% de chefs d'entreprise à nous écouter ce matin. Et justement, une chef d'entreprise, on en a une autre parmi nous, c'est Frédéric Montrésor, qui est la présidente d'Actionnel et qui va commencer le bal des témoignages ce matin. Je vous laisse entre les mains expertes de Christine, Frédéric, pour nous raconter votre histoire. Merci. J'espère que là, c'est bon, le micro fonctionne. Oui, tout va bien. Super. Donc, déjà, bonjour à tous. Et puis après, moi, je vais attendre les questions parce que sinon, je pourrais parler des heures. Avec grand plaisir. Frédéric, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous donner en fait rapidement un descriptif de votre parcours, en fait, qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Comment vous vous êtes lancé? Quelles ont été vos difficultés et les différentes étapes par lesquelles vous êtes passé?
Alors, je vais essayer en effet d'être assez concise parce que ça fait pratiquement plus de 20 ans que je suis entrepreneur. Donc, j'ai commencé, moi, j'ai très vite compris que je ne pourrais pas être salariée. Donc, j'ai très vite sauté dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, je suis entrepreneur depuis 2003. Donc, vous voyez, ça fait quand même un bail. Et donc, j'ai fait première entreprise où je l'ai fait seule, où tout ce que vous venez de dire, je me suis pris, voilà, tout. Mais j'ai réussi à faire quand même tenir la société jusqu'à aujourd'hui, en 2024. Donc, c'est pas parce que on n'a en effet pas mis en avant, qu'on n'a pas calculé le fait qu'on avait un fonds de roulement, etc., qu'on ne peut pas après repartir. C'est juste des leçons qu'on prend pour pouvoir rebondir et après ne pas faire la deuxième bêtise sur la deuxième société, donc pour laquelle, en tout cas, je suis là aujourd'hui sur le reflet, où là, par contre, il faut calculer, on met tout en avant. Et parce qu'on a toujours des surprises et parce que l'évolution aussi du système fait que on a toujours besoin de trésorerie, de financement, surtout quand on est en mode start-up comme je le suis. Mais en fait, on voit que dès lors qu'on parle d'argent et qu'on est à l'aise avec l'argent, on trouve toujours quelqu'un qui peut nous prêter, des investisseurs, des business angels, même la famille à côté. Et le fait de pas en parler, en fait, c'est là où on est mal. Donc, je dirais, si c'est le message que je dois donner aujourd'hui, c'est en effet, parlons d'argent sans tabou. Parce qu'il y a toujours quelqu'un autour de vous qui va vous dire « Ah, mais moi, j'ai envie d'investir dans ta boîte. Ah, ben moi, je connais un tel qui serait intéressé. » Et en fait, c'est en voyant qu'on en parle qu'on arrive à s'en sortir. Et nous, on a été super étonnés. Moi, quand j'ai fait cette société en parlant de ce que je voulais et en voyant qu'en fait, l'argent venait. Donc, faut vraiment à avoir ce côté de se dire, faut arrêter, nous, en tant que femmes, d'arrêter de pas parler d'argent. En fait, dès qu'on voit, en plus, les gens, souvent, se disent, mais c'est super, t'as du courage, t'y vas, c'est génial. Donc, on a envie de t'encourager. Donc, il faut y aller. Voilà. Est-ce que, Frédéric, tu pourrais nous dire quels sont, alors sans forcément donner de nom, mais si tu peux pas, mais nous donner en fait des différents types d'aides que tu as eues. Tu vois, sans connaître ton histoire, forcément, est-ce que tu as eu des prêts bancaires? Comment tu as réussi à les débloquer? Ensuite, est-ce que tu as eu des investisseurs qui ont mis de l'argent dans ta société? Tu parles également en fait d'entreprises d'argent qui arrivait de par ta famille. Est-ce que du coup, c'était quels ont été les véhicules en fait techniques? Très bien. Alors, premier véhicule, je dirais, c'est la BPI. Donc, parce que quand on est dans tout ce qui est nouvelles technologies, on est aidé justement par tout ce qui est. Alors, nous, on est deep tech en plus, donc tout ce qui est BFTE. Mais je pense que il y a justement personne qui pourra en parler que moi tout à l'heure. Donc, pour ça, c'est ce premier. En même temps, nous, en parallèle de ça, on a fait ce qu'on appelle de la love money. Donc, on parlait autour de nous pour avoir justement des financements à côté. Et puis, là, actuellement, on est en train de faire rentrer des investisseurs. Donc, les investisseurs, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est, alors je vais pas prendre des termes techniques, mais il y a des VC, et donc c'est plus des fonds, etc. Et puis après, il y a tout ce qui est business angel, où on est entre des tranches, parce que quand on est en mode startup, il y a le pré-seed, le seed, la série A, etc. Et nous, on rentre dans ce. Non, en fait, c'est constater qu'à chaque étape, il y a toujours un moyen d'être financé. Et puis, en parallèle de ça, il y a les concours aussi. Parce qu'il y a des concours sur lesquels on peut, par exemple, dans le mode de startup, il y a eLab, ou sur lequel on peut aller. Donc, en fait, c'est à un moment donné, quand on s'intéresse vraiment au financement de sa société, on voit qu'il y a énormément de choses à aller chercher. Puis après, même, il peut avoir des fonds européens, des fonds de région. Il y a de quoi faire, en fait. Voilà. En fait, là, tu parles, ce qui me frappe, c'est que effectivement, tu dis qu'il faut parler de sa société pour aller chercher de l'argent. Et là, on voit à travers les différents véhicules que tu as eu que effectivement, il faut savoir pitcher sur sa société. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as appris, sur lequel tu t'es amélioré? Qu'est-ce qui fait que tu as affiné ton discours et comment tu as réussi à convaincre des fonds d'investissement, par exemple, de mettre de l'argent dans ta société? Parce que, évidemment, les fonds d'investissement, ils ont plein de dossiers qui arrivent chez eux. Qu'est-ce qui fait que, du coup, ils se disent, bon, Frédéric,
on va lui prêter de l'argent. Qu'est-ce qui déclenche en fait? En fait, c'est en effet, le pitch est hyper important. Le pitch, comme nous on le dit souvent chez Actionnaire, c'est aussi la posture de l'entrepreneur. C'était vraiment être aligné avec son projet, faire ressentir son projet. Moi, je suis vraiment aussi bien en tant que présidente, mais en tant que chef d'entreprise, je suis alignée avec ce que j'ai envie de donner et ce que je ressens. Et je pense que les investisseurs, c'est ce qu'ils voient en face. Des fois, on se dit, OK, c'est très bien, bien sûr, de connaître ces chiffres. Ça aussi, parce que forcément, ils nous questionnent à fond sur nos chiffres, là où on veut aller, notre prévisionnel. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'est-ce qu'on nous on ressort. Donc plus on est, je dirais, aligné avec son projet, plus les personnes en face vont le constater et donc plus elles ont confiance, puisqu'on est quand même sur de l'humain hein, quelque part. À un moment donné, la petite différence qui va se faire sur l'humain. Et donc si on arrive à faire ressentir nous notre vision là où on veut aller, pas forcément que après ça matche et c'est bon. Et tu vois, tu parles de vision et je trouve que c'est un terme qui est extrêmement important et de l'incarnation et de la posture parce que effectivement, j'ai l'impression que les femmes, en fait, se disent il faut absolument que je fasse un business plan, j'ai pas envie de le faire, c'est un peu nul, après, il faut que j'apprenne les chiffres. Mais c'est plutôt à l'envers, effectivement, c'est ce que tu dis, c'est que c'est une vision, en fait, du business de ton entreprise. Quelle vision tu as pour ton entreprise? Et derrière, en fait, c'est de dérouler une vision financière à travers un business plan, en fait, pour montrer que au-delà du rêve, on a déroulé un projet financier et également déroulé un projet d'action. Et je pense que c'est ça, effectivement, que les banquiers recherchent, en fait, et les investisseurs ressentent, en fait. C'est l'adéquation, la crédibilité qu'il y a entre le rêve et, du coup, financièrement, ce que ce rêve, en fait, va donner du point de vue concrétisation dans le monde. Est-ce que c'est… Ah, mais tu as tout à fait raison, Christine. En fait, moi, j'ai réussi à retenir mes chiffres, à être à fond dans mes chiffres dès lors que je me suis dit, voilà ce que je veux atteindre, pourquoi je veux l'atteindre. Et en fait, on retient parce qu'on sait de là où le départ, donc en effet, le départ est loin, mais jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, quand on se dit, ben voilà, je veux par exemple une équipe qui sera à Los Angeles, une équipe qui sera en France, une équipe qui sera en Asie, donc il me faut tel moyen pour aller de là, tout se déroule. Et après, ça paraît logique. Et après, même cette soi-disant peur de parler à l'argent disparaît parce qu'on sait nos objectifs au final. Alors que quand on fait l'inverse, où en effet, on se dit, oh là là, il faut que je remplisse tout ce tableau, mais je ne sais pas. Comme on n'a pas cette vision de où on veut être à 5 ans, à 10 ans, voire peut-être à 15 ans, forcément, c'est difficile. Mais quand on est vraiment, on a cette vision qui est très claire, redescendre jusqu'à aujourd'hui, paraît évident. Oui, et puis pour prolonger en fait ta réflexion, donc moi j'ai fait moi je suis contrôleuse de gestion à la base, donc dans des grandes entreprises, donc nous on passe notre temps en fait à faire vraiment des rolling forecasts, des business plans, et en fait ce qu'il faut accepter de la part d'un entrepreneur, je pense, c'est d'avoir une vision, ensuite de la confronter au réel, autant pratique que financier, et souvent en fait les entreprises font des choix, c'est-à-dire effectivement tu parles de bureau à Los Angeles, peut-être qu'on n'aura pas les moyens de le faire tout de suite, peut-être qu'on pourra le faire dans 3 ans s'il y a suffisamment de cash en fait qui rentre, mais en fait c'est d'accepter de se dire que ce n'est pas binaire, c'est-à-dire qu'on a une vision, c'est pas rentable, l'aventure est terminée, c'est pas grave, en fait faut accepter en fait de moduler sa vision, de reporter, de la confronter au réel, au sens réel du terme. Mais c'est vrai que, en fait, j'essaie chaque fois de démystifier cette histoire de business plan parce que tout le monde se dit, oh là là, un business plan, des chiffres, de l'Excel, c'est l'horreur sur Terre. Et en fait, non, c'est juste la concrétisation de ce que vous voulez créer, en fait. Et une entreprise, c'est quelqu'un de vivant. En fait, quand j'utilise les mots mort, c'est que c'est vrai, une entreprise qui fait faillite, elle meurt parce qu'elle n'a plus de cash, qui est vraiment, c'est comme un élément majeur, c'est de l'eau pour moi. Le cash, c'est du liquide, c'est de l'eau pour l'entreprise. C'est pour ça, en fait, qu'il faut se dire que lorsqu'on parle d'argent, on ne parle pas de quelque chose de sale, ou en fait, on parle de quelque chose de vital pour que son entreprise puisse vivre. Et je pense qu'une fois qu'on réussit à implémenter pas cette croyance, mais cette vérité, en fait, qui permet d'enlever tout le reste plutôt
de plutôt mauvais autour de l'argent, ça permet de démystifier déjà ce besoin d'argent, parce que c'est normal, ou sinon l'entreprise ne vit pas. Donc c'est vrai que il y a tellement de choses en fait autour du business plan de l'argent que enlever l'ensemble de toutes ces croyances prend beaucoup de temps. Tout à fait. Mais comme tu le dis, Christine, c'est vraiment important. Même moi, au niveau de mon équipe, j'en parle parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui disent oui, voilà, il faut avoir des clients et tout ça, mais on parle pas forcément d'argent. Nous, je sais que chaque début de mois, on dit voilà ce qu'on a atteint, voilà ce qu'il faut atteindre à la fin du mois. Voilà tel client qu'on a rentré, pourquoi il faut les rentrer, quel aboutissement sur notre, justement, timeline. Je suis désolée, des fois j'ai des termes anglais, sur notre parcours, notre vision de vie de l'entreprise, voilà où on en est. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ça fédère déjà les personnes au sein de la société. Et de deux, ils comprennent pourquoi on a besoin de cash. Parce que souvent, on dit oui, les patrons sont toujours en train de parler d'argent. Non, si on a besoin de cet argent, c'est pour vous payer, c'est pour pouvoir faire grandir l'entreprise, c'est pouvoir croître. Et ça, c'est important, je pense aussi, de le faire comprendre aux équipes et dire pourquoi des fois on a cet objectif de dire on doit atteindre tant parce qu'à un moment on va faire un effet de levier pour faire une levée de fonds pour pouvoir aller plus loin, etc. Donc moi je trouve que c'est important d'en parler. En tout cas moi je sais que je suis transparente là-dessus et je préfère en parler à mes équipes parce que je me dis peut-être un jour ils ont envie aussi de créer leur propre entreprise, qu'ils comprennent ça. Et aussi parce que j'ai des femmes dans mon équipe et que je n'ai pas envie qu'elles se disent oh là là mais c'est quoi, c'est bizarre, c'est argent. Non. L'argent, comme tu dis, il faut en parler, c'est pas sale, c'est le nerf de la guerre pour pouvoir faire ce qu'on a envie, pour surtout réaliser nos rêves. Moi, je me dis à chaque fois, l'argent, je le mets égal rêve. Et là, c'est beau. Voilà. Oui, ça c'est très beau, oui. Mais c'est vrai que, en fait, de manière globale, les missions d'une entreprise, pour moi, c'est déjà de survivre. Donc, c'est de survivre tout court, donc d'avoir de l'argent. Mais il y a également, en fait, un apport interne, en fait, parce qu'une entreprise, c'est un microcosme avec des gens, en fait, qui se rencontrent, et également un apport à la société. Donc, ce sont ces trois-là, mais malheureusement, l'apport interne et l'apport à la société ne peut pas se faire si la société fait faillite, en fait. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important. Et moi, ça m'est arrivé une fois d'être dans une entreprise qu'on avait rachetée. Et lorsqu'on l'a récupérée, effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait des avantages qui étaient incroyables. Ils avaient des locaux dans un château avec des tickets restaurants de 15 € la journée. Mais malheureusement, à un moment, ils avaient trop de frais et l'entreprise n'a pas pu survivre en fait. Donc c'était vraiment terrible de voir qu'ils avaient contribué socialement et au niveau interne, mais ils n'avaient pas réussi à continuer en fait ces deux missions-là parce qu'ils n'avaient pas eu assez de cash. Non, mais ça c'est ce qu'il y a de plus dur, justement, d'équilibrer. Et moi, vraiment, là, en mode start-up, c'est trouver ce bon équilibre qui est toujours, nous, on est toujours sur le fil du rasoir parce que ça va très vite. Et en même temps, Oui. on fait ce qu'on appelle le cash burn aussi parce qu'on est obligé d'aller très vite. Ouais. Exactement. C'est vrai que pour les startups, effectivement, et tu fais ce signe-là, c'est vraiment ça, c'est que c'est pas ça. C'est que c'est pas LVMH qui vous promet 3%, c'est que comme on est en train de créer, forcément, on est en train d'investir, donc on a besoin de plus de cash parce que effectivement, pour propulser un peu la fusée, donc c'est pour ça que le projet financier est d'autant plus important pour pouvoir partir dans le désert avec suffisamment d'argent pour tenir la traversée. Exactement. Oui. Frédéric, est-ce que tu voudrais nous partager encore quelque chose, le mot de la fin? Moi, je dirais vraiment à toutes celles qui est toutes celles et même tous ceux, parce que voilà, il y en a peut-être certains aussi qui souhaitent accompagner leur chère et tendre. Je pense que vraiment le plus important, c'est de croire en ses rêves, parce que ça, je pense que ça va être le booster qui vous permettra, même quand vous allez vous prendre un mur, parce que hélas, on se prend des murs, mais c'est normal. Et c'est pas parce qu'on se prend un mur qu'on peut pas se relever, surtout. Mais je pense qu'il faut y aller, parce que dans la vie, il faut pas avoir de regrets. Donc, vaut mieux se dire, j'y suis allé, et puis si je vois, c'est pas bon, c'est pas bon.
que d'avoir des regrets et de vous dire ah peut-être que j'aurais pu faire une super entreprise parce que là j'avais une super idée. Donc foncez, allez-y et pas de regrets. Voilà. Merci beaucoup Frédéric. Merci à toi. Merci. Alors, maintenant que nous avons un peu plus de personnes qui nous ont rejoints, vous êtes 90 en ce moment, donc n'hésitez pas à échanger au sein du chat. Donc là, vous nous voyez, il y a seulement du coup les présentatrices que vous pouvez voir, mais par contre, nous regardons vraiment les échanges, donc n'hésitez pas à échanger. D'abord, question d'où vous venez, et ensuite, est-ce que vous êtes porteuse de projet ou pas? Donc, nous regardons vraiment vos différentes questions au fur et à mesure pour y répondre à la fin du webinaire et également en même temps en les prenant à la volée si on les voit et que le bon intervenant a le micro à ce moment-là. On a Lise qui est avec nous, qui fait partie de l'équipe actionnelle et qui lit vos questions et qui nous les fait passer à Christine et à moi pour qu'on puisse ensuite les redispatcher. Donc, on en a déjà noté quelques-unes pour la fin du webinaire, notamment sur les biais sexistes vis-à-vis des investisseurs ou des banques. Et justement, c'est un des sujets qu'on abordera tout à l'heure. Tout à fait. Alors, nous passons à un petit éclairage actionnel. Anne, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi il est important pour les femmes de se rémunérer ? Oui, déjà parce que tout le monde a besoin de manger, donc c'est important de se verser un salaire. Et j'avais envie de rebondir sur ce que disait Frédéric et sur ce que disait toi tout à l'heure Christine. On a quand même encore ce biais cognitif qui dit que voilà, l'argent c'est pas très beau, parler d'argent c'est pas très beau, etc., etc. Nous on se base beaucoup sur les chiffres que nous fournit la BPI, parce que la BPI brasse énormément de data sur justement le profil des entrepreneurs, et on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup quand on demande quelles sont les motivations des entrepreneurs pour lancer leur propre entreprise, quand il s'agit de gagner sa vie, gagner plus d'argent, les femmes sont qu'à 17%. C'est leur motivation seulement pour 17%. Donc en fait, alors que si on pose la même question aux hommes, on est plutôt autour des 30%. Donc on dit oui, moi je veux lancer une entreprise, mais attention, c'est pas pour gagner de l'argent. Si. Au final, c'est pour gagner de l'argent, c'est pour créer son propre emploi, c'est pour pouvoir contribuer à l'économie, contribuer à la société, pourquoi pas créer d'autres emplois. Donc voilà, c'est pourquoi il est important de se verser une rémunération, parce que en général, quand on crée une entreprise, c'est parce qu'on a une passion, c'est parce qu'on a vraiment une expertise. Si cette expertise ne vient pas avec une rémunération, ça s'appelle un hobby. On peut rester dans son garage en train d'enfiler des perles, c'est super, c'est un bon passe-temps, mais ça permet pas d'en vivre et de contribuer à l'économie. Donc, se verser sa juste rémunération, c'est reconnaître que le fruit de son travail a une valeur et qu'on a le droit, en tant qu'entrepreneur, d'être rémunéré à sa juste valeur. Et ça, c'est super important, à la fois pour notre compte en banque, à la fois pour notre protection sociale, pour notre retraite. Voilà, quand on gagne de l'argent, on cotise, ça permet d'assurer ses vieux jours. Et c'est également important pour la confiance en soi, pour se dire que oui, on a une véritable valeur. Et nous, chez Actionnel, l'une des premières choses qu'on fait quand on accompagne des entrepreneurs, Frédéric le disait tout à l'heure, c'est on a beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent, qui disent j'ai une super idée, j'ai un super projet, mais par contre les chiffres c'est pas mon truc. Moi je vais prendre un expert comptable et puis il va s'occuper de tout ça à ma place et moi je veux pas m'en occuper. Mais non. Il est super important de mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, et de connaître ses chiffres et de connaître son business, de savoir exactement quel est l'argent qui rentre, quel est l'argent qui sort pour justement se permettre de rêver, comme disait Frédéric, de pouvoir faire des projets et de voir son projet d'entreprise décoller. Je te rejoins totalement, Anne, et tu as raison, mais je vais quand même le répéter. Effectivement, si vous ne voulez pas gagner d'argent avec votre entreprise, eh bien, vous pouvez créer une association dont l'objectif est de ne pas faire de profit. Donc, ça existe, hein, donc il n'y a pas de problème. Il y a le bon véhicule légal pour ça, mais effectivement, une fois qu'on crée une entreprise, il y a entre guillemets, les obligations légales qui vont avec, c'est-à-dire que vous avez, si passé un certain chiffre d'affaires, il faut faire des comptes par un expert comptable. Effectivement, il faut vérifier que vous êtes rentable de toute façon, ou sinon, encore une fois, passons sur une association loi 1901.
Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, Christine, sur voilà, l'argent, ça fait vivre l'entreprise. Et puis, s'il n'y a pas d'argent, l'entreprise fait faillite. Et malheureusement, c'est le cas de beaucoup d'entreprises. Il faut savoir qu'à 3 ans, il y a 60% des entreprises non accompagnées qui sont toujours pérennes. Tu disais 50%, mais c'est plutôt 60%. En revanche, dès qu'elles sont accompagnées par des structures qui les aident justement à poser leurs chiffres, à faire leur business plan, etc., des structures comme Actionnel, on passe à 80% d'entreprises toujours pérennes à 3 ans. Donc, l'accompagnement, c'est vraiment la clé et surtout pas faire l'autruche, c'est pas se voir la face et pas se dire non, les comptes de mon entreprise ne me concernent pas. Au contraire, ça devrait être votre priorité principale. Là, c'est vraiment la décorrélation de l'incarnation. Effectivement, c'est moi, je suis le rêveur et puis les chiffres et la réalité, on verra bien ce qui va se passer un jour. Et on a souvent l'impression que l'argent, ça va à l'encontre de nos valeurs, parce que voilà, on peut pas mettre l'argent en priorité de nos valeurs, mais au contraire, ça devrait être un moteur de nos valeurs. C'est-à-dire qu'on a beau avoir une super idée, si on n'a pas d'argent, on ne pourra pas la faire vivre. Donc, gagner de l'argent, c'est vraiment le moyen de continuer à faire vivre vos valeurs. Oui, c'est que c'est vraiment l'eau dont a besoin la société pour pouvoir vivre, ou l'essence dont a besoin votre société voiture pour pouvoir avancer. Donc effectivement, il faut un carburant en fait pour pouvoir alimenter tout ça. Effectivement. Est-ce que nous passons au point sondage, Anne ? Eh bien, écoute, oui, on a lancé tout à l'heure le sondage pour savoir combien d'entre vous étaient chefs d'entreprise ou porteuses de projet. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, 58% de chefs d'entreprise parmi nous ce matin. Donc, c'est super. Puis on va peut-être prendre une ou deux petites questions. J'en avais noté une là tout à l'heure qui m'intriguait. Une question de Caroline qui nous demande s'il existe encore des biais sexistes dans le financement par des investisseurs ou des investisseuses en France. Et elle pensait en particulier à l'émission Qui veut être mon associé, où apparemment il y aurait des biais sexistes. On parle dans le financement par des investisseurs, mais on peut aussi en parler à travers les établissements bancaires. On y viendra tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Christine ? C'est des biais sexistes, de toute façon, dans la société, il y en a de manière tout court. Donc, je pense que la vie de l'entreprise est la vie tout court. Donc, effectivement, il y a des biais sexistes à tous les étages. Après, est-ce que c'est une raison pour ne pas y aller ? Je pense que non. Je pense que nous faisons également partie du changement. Nous, j'inclus les hommes, les femmes, tout le monde. On est vraiment... on a la chance de faire partie d'une génération où cela change beaucoup. Et encore, la semaine dernière, l'IVG a été inscrit vraiment dans la Constitution française. Donc, cela ne cesse en fait de s'améliorer. Donc, je pense qu'il faut se dire, on fait partie du changement, on fait partie d'une période où le changement est entendu, voire est acté. Donc, il ne faut pas que ces croyances limitantes, en fait, nous empêchent d'avancer. C'est surtout ça le message. Et pour vous donner un retour d'expérience, moi, par exemple, j'ai fait partie de sociétés en tant que salariée directrice financière qui étaient rachetées par un LBO. Effectivement, le LBO, alors il y avait 4 associés hommes, une associée femme, mais par contre, l'équipe de direction dans laquelle j'étais, nous étions 2 femmes. Donc, une femme DG, qui était plutôt jeune, et moi-même qui était directrice financière. Donc, les 2 cadres dirigeantes étaient des femmes. Et dans le portefeuille de ce fonds, il y avait plutôt, c'était moitié-moitié. Moitié DG femmes, moitié DG hommes. Donc, je dirais que même au niveau des fonds de financement, en fait, ça commence ça monte. Ça monte, c'est-à-dire la proportion des femmes est vraiment de plus en plus représentée jusqu'au plus haut niveau de l'entreprise. Et un jour, j'aimerais aussi qu'il y ait des fonds d'investissement avec des femmes associées dedans. Je pense que c'est le dernier. Et puis, je pense qu'il y a aussi un biais qui fait que souvent, on se met nous-mêmes des propres freins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de biais sexiste, mais on se met nous-mêmes des propres freins. Frédéric, est-ce que tu as eu l'impression, toi, d'être freiné dans ta recherche de fonds parce que tu étais une femme? Moi, j'ai l'impression souvent, en discutant avec les investisseurs et autres, que on finance peut-être moins les femmes parce que elles portent peut-être des plus petits projets et elles vont moins lever des fonds. Mais est-ce que toi, en tant que femme chef d'entreprise, tu as eu l'impression
de souffrir de ce biais-là? Alors, je dirais que j'ai deux réponses à ça. Alors, il faut savoir que déjà, de plus en plus maintenant, on demande, en tout cas au niveau des startups, qu'il y ait au moins une femme en tout cas dans les cofondateurs, parce que sinon, on prête pas ou de plus en plus difficilement. Donc, déjà, ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que dès lors que vous fondez ou vous êtes cofondatrice, en tout cas d'une startup, c'est un plus. Deuxièmement, moi, après, j'ai eu deux expériences. Une fois où j'ai pitché au tout début de ma société et on m'a fait vous êtes trop ambitieuse pour une femme. Je fais waouh. Ah, J'ai dit pour une fois oui voilà parce que je voyais grand. Après je me suis pas démontée et puis j'ai été voir ailleurs et en fait ça a très bien matché et je trouve en effet qu'on est tellement peu que c'est un plus. oui. Et moi, pour vous dire, si on dit les blocages, je suis noire, je suis femme, je suis dans la tech, donc on pourrait dire, oh là là, c'est tous les trucs, c'est pas possible. Eh ben si. Donc il faut, comme je dis, il faut y aller. Après, je pense pas que c'est le fait qu'on soit une femme ou un homme. C'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est comment vous vivez votre projet. Est-ce que vous êtes aligné ou pas? Le fait, après, on peut mettre toutes les couleurs qu'on veut, on s'en fiche, que ça soit genré ou pas. Je pense que c'est vivre vos projets. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est ça qui fera passer la chose. Bon, ben, On la a pas mal de transition. questions. Ah oui, Allez. pardon, vas-y Anne. Non, je disais qu'on avait pas mal de questions techniques sur le financement, notamment comment obtenir un financement à la BPI. Et donc, je voulais rassurer tout le monde, on va répondre aux questions techniques très prochainement avec nos experts, justement avec Julien qui va prochainement prendre la parole. Je te laisse la parole, Christine. Tout à fait. Donc, la transition était toute trouvée, car on sent que l'excitation est à son comble pour du coup savoir comment on fait pour auprès des institutions bancaires en fait être le plus crédible possible. Donc Julien Pellier de la BPI est présent et a le plaisir d'être présent. Donc Julien, bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup du coup pour ta présence et de représenter la BPI. Est-ce que tu pourrais nous présenter la BPI plutôt rapidement et après du coup je serai le porte-parole des différentes questions que les auditrices ont déjà posées. Bien sûr. Alors déjà, je suis ravi d'être parmi vous pour parler de cash. En fait, la BPI, c'est la Banque publique d'investissement. Pourquoi public? Parce que l'État injecte chaque année via les lois de finances des fonds pour investir dans les entreprises françaises, pour faire rayonner l'industrie française. Et donc le but de la BPI, c'est donc d'accompagner les porteurs de projets, d'accompagner les chefs d'entreprise, d'accompagner tous ceux qui souhaitent, qui ont un projet entrepreneurial pour les faire grandir, pour les aider à s'exporter, pour les aider à innover. C'est vraiment le but premier de BPI France. Au sein de BPI France, il y a plusieurs directions. Il y a la direction de l'innovation. C'est pour faire un petit parallèle à ce que disait Frédéric, puisque elle a pu bénéficier de la French Tech Tremplin, bourse, c'est ça, French Tech Tremplin. Il y a plusieurs donc directions, la direction de l'innovation, la direction de l'export, et il y a une direction qui accompagne les chefs d'entreprise à la création d'entreprise. C'est la direction de la création et de l'entrepreneuriat. Moi, je travaille au sein de cette direction et en fait, notre but, c'est vraiment d'accompagner tous ceux qui souhaitent lancer un projet entrepreneurial, tous les porteurs et porteuses de projets qui lancent leur activité mais qui ne savent pas par où débuter, par où commencer. Notre but au sein de cette direction, c'est de vous accompagner. Et donc, on a mis en place tout un système des outils financiers, des moyens d'accompagnement qui vous permettent de ne pas vous perdre dans cette jungle un petit peu entre les financeurs, les accompagnants, etc. Voilà. Moi, je travaille précisément au pôle financement. Donc, ma partie, elle est un peu plus technique, financière.
Et donc, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur comment commencer. J'ai l'impression que je suis pas, on ne sait pas trop comment être accompagné. Alors, il y a un outil qui est assez intéressant qui s'appelle BPI France Création. Vous le tapez sur votre barre de recherche, BPI France Création. Et dans BPI France Création, vous retrouverez ce qu'on appelle mon pass créa. Donc, vous avez simplement à vous inscrire avec votre adresse mail. Et en fait, mon pass créa, ça va vous aider dans tout le cheminement lié à votre création d'entreprise. On a parlé de pitch deck tout à l'heure, c'est comment pitcher son entreprise, comment porter la voix de son projet entrepreneurial. On a parlé aussi de business plan, extrêmement important, c'est relié aux données financières. Et il faut comprendre comment est-ce qu'on va faire du chiffre d'affaires, comment est-ce qu'on va pouvoir se rémunérer, quelles vont être nos charges, également nos profits. Voilà, donc on vous accompagne avec un outil assez simple et en fonction aussi de votre projet entrepreneurial, on va vous orienter vers des réseaux d'accompagnement. Je vois qu'on on a l'ADI avec nous, l'ADI avec qui on travaille et bien sûr d'autres réseaux qui, eux, leur utilité et leur métier, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise. Pour reprendre le propos que disait Anne tout à l'heure, c'est que 60% des entreprises qui ne sont pas accompagnées, restent en place. Et quand on passe quand on passe par un accompagnement, on augmente ce chiffre à 80%. Et 80%, c'est une statistique tout à fait honorable par rapport à ce qui se fait dans les autres pays européens. On ne va pas prendre les États-Unis, c'est autre chose, mais en tout cas en Europe, 80% quand on est accompagné, c'est une belle statistique. Donc le but, c'est vraiment l'accompagnement et donc pousser la porte d'un des réseaux associatifs. Ça peut être l'ADI, ça peut être Réseau Entreprendre quand c'est des projets qui sont un peu plus structurants. Ça peut être Initiative France qui est un réseau avec un maillage géographique extrêmement important. Il y a plus de 250, je crois, ou 300 associations à travers la France entière qui vous accompagnent dans vos projets entrepreneuriaux. Voilà. Ça peut être actionnel aussi, Julien. Actionnel, exactement. Principalement, tout à fait. Actionnel. Il y en a beaucoup, hein, je suis désolé, c'est vrai qu'on ne peut pas tous les citer, mais en fait c'est très bien cette remarque, Anne, parce que chaque réseau a un peu sa spécificité. Actionnel, elles sont orientées vers justement les femmes, accompagner les femmes, les chefs d'entreprise, les porteuses de projets. L'ADI, c'est pour des gens qui parfois sont un peu éloignés des financements classiques et traditionnels. Initiative France, c'est un peu le tout venant. Tout le monde peut plutôt se présenter. Je parlais de Réseau Entreprendre, c'est des projets qui sont un peu plus structurants. Et puis voilà, en fonction des associations, ils ont aussi leur spécificité. Donc à vous de voir dans quelle spécificité vous vous inscrivez pour être au mieux accompagné. Merci beaucoup pour ton retour. Je rebondis encore sur effectivement l'accompagnement parce que effectivement, et on le voit à travers les questions en fait qui sont posées, c'est vrai que la difficulté d'une entrepreneur qui commence à zéro ou même d'une entrepreneur qui est à 2 ans, 3 ans, là je vois un témoignage effectivement qui dit que au bout de 3 années c'est un peu compliqué et ça rejoint également le témoignage de Frédéric. Ce qui se passe, c'est que vous êtes comme ça, donc vous êtes en train de traverser en fait un environnement que vous ne connaissez pas, qui demande une maîtrise de beaucoup de choses différentes. Ça dépend du marketing social si vous vous occupez de votre communication, de la finance, également du légal pour créer la société. Et pour ça, c'est vrai que se faire accompagner par le bon réseau qui correspond en fait à l'étape en fait de votre société et par le bon partenaire financier, et là je pense notamment aux banques, en fait, le bon banquier en fait qui comprendra votre dossier et qui l'appuiera et qui acceptera en fait de vous donner un prêt, c'est très important. Et en fait, l'environnement au sens très large du terme est tout aussi important en fait que votre projet. C'est-à-dire que votre projet, je pense que je le vois un peu comme une graine que vous mettez quelque part. Et après, en fait, c'est toutes les personnes qui vont vous aider avec des conseils, qui connaissent déjà en fait l'endroit où vous voulez aller et qui vous diront en fait quels sont les meilleurs véhicules pour y aller. Je parle beaucoup véhicules et également en fait passage, chemin, vous faire gagner du temps, voire vous épargner la faillite. Et effectivement, je pense qu'on parle pas assez en fait de l'accompagnement au sens très large du terme. Et on le voit d'ailleurs à travers les questions, c'est que en fait quelqu'un qui veut créer son entreprise est un peu perdu. Donc
Julien, est-ce que, par exemple, bon, tu nous as dit que BPI pouvait aider en fait à la création de l'entreprise. Tu as donné également le kit de création, mais quelqu'un qui voudrait créer son entreprise et qui te croiserait, du coup, dans une conversation, est-ce que tu lui dirais exactement ce que tu viens de dire ou encore d'autres choses que tu aurais oubliées? Bah, en fait, je veux replacer un petit peu l'humain au centre de tout ça. L'humain, c'est d'abord vous en tant que personne. Et souvent, je fais un parallèle, mais vous êtes votre propre perle de culture. Une perle de culture, elle est au fond d'un océan, à l'intérieur d'une coquille. Et si en fait, il n'y a pas une personne qui est là, alors pour la ramasser, pour la faire briller, peut-être pour la tailler, pour la mettre en valeur, et ben en fait, ça peut être très compliqué en fait, tout simplement, de pouvoir briller et d'être reconnu à sa juste valeur. Quand vous portez une entreprise, c'est exactement la même chose. Vous êtes votre propre perle de culture, vous avez vous l'idée entrepreneuriale, et pour briller, et ben vous avez aussi besoin de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est passé par là, qui a déjà créé une entreprise, qui va pouvoir vous conseiller, qui connaît peut-être mieux l'environnement dans lequel vous souhaitez évoluer. Et l'importance d'aller pousser la porte de ces réseaux-là, elle est fondamentale. Encore une fois, quand on est enfant, on apprend avec nos parents et puis avec nos professeurs. Ils nous accompagnent et c'est l'humain qu'on est devenu, en tout cas l'homme ou la femme qu'on est devenu, c'est parce que le petit enfant s'est fait accompagner. Et pour votre entreprise, c'est exactement pareil. Il ne faut pas avoir de honte à se dire moi j'ai besoin de personne, je peux y réussir seul. Ça aussi, c'est un des biais. C'est un des biais sur lesquels il faut travailler parce que, encore une fois, l'accompagnement vous permettra de pérenniser votre entreprise. Et donc, c'est extrêmement important de pousser la porte de ces réseaux d'accompagnement, encore une fois, Actionnel, l'ADI et tous les réseaux que j'ai pu citer précédemment, parce que eux, ils auront les bons leviers pour vous accompagner. Ils trouveront des moyens financiers, ils pourront trouver des moyens liés à l'idée de votre entreprise pour vous développer. Et encore une fois, le but de créer son entreprise, c'est qu'elle devienne pérenne, c'est de créer de l'emploi, c'est de pouvoir se rémunérer, c'est de pouvoir porter des convictions sociales, environnementales. Et donc, si on ne se fait pas accompagner, je ne vais pas dire qu'on a peu de chance parce qu'il y a des personnes qui peuvent réussir, mais la route sera beaucoup plus compliquée. Donc, l'importance de l'accompagnement et voilà, moi je travaille chez BPI France et on travaille, on a de fortes interactions avec tous ces réseaux d'accompagnement parce qu'en fait, on ne peut pas faire le travail tout seul. Il ne faut pas penser que si on a juste de l'argent, on va pouvoir réussir. Alors là, on parle de cash et effectivement, c'est le nerf de la guerre. On va pouvoir y revenir tout à l'heure, mais l'importance de l'accompagnement, il est vraiment fondamental. Oui. Julien, je profite d'avoir quelqu'un de très technique pour poser une question. Lorsque du coup vous acceptez de prêter de l'argent à une entrepreneur, comment se passe en fait la garantie? Est-ce qu'il y a des garanties, des prêts d'honneur? Comment ça? Est-ce qu'il y a des hypothèques? Comment ça se passe chez vous? Alors, souvent, quand on souhaite donc avoir de l'argent, on pense d'abord aux fonds propres. Les fonds propres, c'est les fonds qui nous sont propres, hein, d'accord. Donc, c'est de l'argent qu'on peut avoir sur nos comptes en banque, c'est de l'argent qu'on peut avoir de disponible, c'est de l'argent qu'on peut aller récupérer auprès de sa famille. Ça, c'est des fonds propres. En général, on les injecte dans l'entreprise. Ensuite, on a d'autres outils financiers qui nous permettent de ce qu'on considère comme des quasi-fonds propres, comme des prêts d'honneur. Et je vais parler de la garantie aussi juste après. Le prêt d'honneur, c'est un prêt à la personne physique pour la personne morale. Et son nom, il l'indique, c'est un peu, on va prêter sur l'honneur. Donc, en fait, ce prêt d'honneur, il a vraiment vocation à avoir un effet levier, à mutualiser le risque pour faire en sorte que on puisse embarquer un institutionnel. Je vois qu'on est accompagné par la Banque Populaire Rive de Paris, et je pense que elles savent de quoi je parle, mais il y a des cofinancements bancaires et le prêt d'honneur fait partie d'un cofinancement bancaire. On mutualise un risque et par conséquent, on va pouvoir prouver que on a eu raison de nous faire confiance.
Le prêt d'honneur, il est sans garantie, il est sans sûreté, il est sans caution. Donc, on prête vraiment, voilà, quand on vous prête de l'argent, il n'y a pas une garantie qui est associée. C'est pour faciliter l'accès aux fonds, aux capitaux. Donc, l'intérêt du prêt d'honneur, encore une fois, c'est des quasi-fonds propres pour injecter dans son entreprise, permettre des investissements, permettre d'acheter je sais pas moi, un camion, permettre d'acheter de l'outillage ou alors d'acquérir des locaux. Ça, c'est comme ce qu'on dirait des fonds d'amorçage pour lancer l'activité entrepreneuriale. À côté de ça, on retrouve aussi les mécanismes de garantie. La garantie, c'est un peu la même vocation, mais c'est un outil financier différent. C'est juste pour garantir le prêt qu'on souhaite souscrire. Et donc, du coup, nous, on propose des garanties. Et effectivement, il n'y a pas que nous. Je pense aussi à France Active qui propose des garanties, qui est aussi orienté très féminin parce qu'il comprend peut-être un peu mieux l'écosystème féminin. Mais le but de la garantie, c'est effectivement de rassurer le banquier. Quand on est banquier, on gère du risque. C'est si je vous prête 100 €, est-ce que ces 100 € que je vous ai prêtés, je vais pouvoir les revoir à la fin? Le but de la garantie, c'est de se dire que je vais vous prêter 100 € et je suis sûr, à minima, par exemple, de récupérer 50 €. Et ben, c'est cette garantie-là que nous, on va actionner. Et donc, du coup, l'investisseur, enfin l'institutionnel, l'organisme qui va vous prêter des fonds, sera beaucoup plus rassuré en se disant, bah, écoutez, la personne qui vient me voir, elle a un besoin de 100 €. Mais je sais que je vais pouvoir garantir 50% de cette, de cette demande de financement. Et bah, du coup, je vais pouvoir accepter cette demande de financement. Donc, c'est ces outils financiers qui nous permettent d'accéder au financement beaucoup plus facilement. On a le prêt d'honneur d'un côté, qui est toujours en cofinancement bancaire. Et puis, on a d'un autre côté la garantie bancaire qui nous permet, encore une fois, de réduire le risque de défaut. Je suis navré, j'ai peut-être été un peu trop technique. Si vous avez des questions. Voilà. C'était technique, mais très clair. Donc, en tout cas, moi, j'ai tout compris. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Julien. Est-ce que tu voudrais rajouter un mot de la fin? Oui, encore une fois, je vais insister. La répétition, mais l'accompagnement, allez voir un réseau, allez aussi sur le site internet de BPI France Création, créez votre Pass Créa. Mon Pass Créa, c'est un outil dédié pour les porteurs de projets. Et encore une fois, en vous aiguillant, quand vous créer une entreprise, ouvrir une entreprise, c'est pas une mince affaire. Et on parle d'entreprise, mais il y a aussi les activités libérales. Je pense une personne qui veut se lancer en tant que médecin, en tant qu'avocat, en tant qu'infirmier ou infirmière. C'est des chemins qu'on n'a pas encore empruntés. Et donc, mon Pass Créa, ça vous permet vraiment d'être guidé dans le chemin que vous voulez prendre. Si vous voulez aller vers l'entrepreneuriat, mon Pass Créa va vous aider. Donc, allez sur le site de BPI France Création. Et encore une fois, au-delà de mon Pass Créa, faites-vous accompagner. Voilà. Merci beaucoup, Julien. Alors, nous avons maintenant la chance de passer à Pierre Boquet, qui représente la Fédération française des banques. Donc, Pierre, merci beaucoup d'être présent et de t'être rendu disponible. Merci à toi, Christine. Je t'en prie. Est-ce que tu pourrais nous présenter, même si le nom est plutôt autoporteur, mais que fait la Fédération française bancaire? Fédération bancaire française, FBF. Pardon. En fait, c'est la maison, en quelques mots, c'est la maison commune de toutes les banques qui sont installées en France. Donc, c'est la voix des banques quand les acteurs politiques, les administrations, les autres professions veulent discuter avec la profession bancaire. Et on est bien sûr présent à Paris, mais on a des comités territoriaux dans chacun des départements où c'est des banquiers et des banquières qui représentent la profession auprès de tous les acteurs économiques du département. Et ils sont souvent sollicités, notamment quand il peut y avoir des crises. Là, je pense en ce moment à la crise agricole. Donc voilà, c'est la maison commune des banques et on a pour mission effectivement de porter la voix des banques. Il faut d'abord la définir. Et notre mission que l'on a, c'est justement d'apporter un certain nombre d'outils collectifs. Et aujourd'hui, pour vous, l'outil le plus essentiel, nous semble-t-il, c'est le dispositif des clés de la banque. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui. Bien sûr. Sur ce dispositif, c'est un dispositif d'information et d'éducation
budgétaire et financière, avec bien sûr, il y a une partie pour les ménages, mais il y a surtout une partie entrepreneur. Et donc, c'est une sorte de centre de ressources accessible sur Internet et appli, avec tout un ensemble de contenus pour mieux comprendre la banque, les différents outils, finalement être armé pour, quand vous allez voir ou quand vous discutez avec votre banquier, comprendre ce sujet en tant qu'entrepreneur, on me demande un plan de financement, on me demande un prévisionnel, quelles sont les bonnes questions à poser, qu'est-ce qu'il faut que je sache, c'est quoi un crédit de trésorerie, quelles sont les différentes formes de crédit de court terme, comment il faut le comprendre, les garanties, etc. Donc, tout un ensemble d'informations pédagogiques avec des vidéos, des mini-guides en mode question-réponse, justement pour vous donner les armes et finalement la compréhension qui vont être extrêmement importantes pour faire de votre banquier, mais aussi de tous les acteurs qui sont autour de votre entreprise, pour en faire des vrais partenaires. Et j'ai lu dans des questions en disant, moi, côté financier, je ne connais pas trop, etc. Bien sûr, il y a la formation, mais il y a aussi et surtout ces éléments-là à maîtriser quand même. Et donc, voilà, donc moi je vous invite à aller sur les clés de la banque et sur l'entrepreneuriat, plus particulièrement au féminin. On a ressorti et actualisé un mini-guide, c'est entreprendre au féminin. La mini-guide qu'on a bâti et refait avec France Active, qui est un autre réseau d'accompagnement. Et là, vous trouverez toutes les questions clés sur bien financer finalement votre entreprise. D'accord. À destination de l'ensemble des participantes, en fait, tous les outils qui sont mentionnés durant le webinaire, en fait, vont vous être communiqués dans un mail qui va les récapituler avec l'ensemble de toutes les redirections web. Tous les liens des structures. Tous les liens des structures qu'on mentionne, tous les liens des clés de la banque, comme Pierre le disait, vous seront tous envoyés dans un mail, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps de tout préciser. On est ensemble que jusqu'à midi. On a encore beaucoup de sujets à voir ensemble. Donc, c'est vrai qu'on passe un petit peu rapidement, mais ne vous inquiétez pas. Et bien sûr, vous pourrez revoir ce webinaire en replay également sur notre chaîne YouTube. Voilà, je ferme la parenthèse pour rassurer tout le monde. Oui. Pierre, du coup, je profite de t'avoir pour te demander si tu savais quelle est la plus grande différence entre une femme et un homme qui crée. Est-ce que tu as des données sur ça? Alors, quelques éléments peut-être pour essayer d'aborder cette question voilà, qui chaque année revient, mais c'est quoi la différence? Alors, on peut l'aborder en différents points. D'abord, qui sont les femmes qui créent? Est-ce qu'il y a des différences avec les hommes qui créent? Il y a un indice de l'entrepreneuriat français qui vient de sortir il y a quelques jours, et il y a un volet sur ce portrait robot. Eh bien, mesdames, vous êtes plus jeunes, plus diplômées que les hommes. Les femmes qui créent sont plus jeunes et plus diplômées que les hommes, mais moins scientifiques, moins ingénieurs. Pourquoi je dis mais? Parce qu'on voit bien qu'une partie de nos défis collectifs aujourd'hui, c'est quand même l'innovation, cette société de l'innovation. Donc, assez logiquement, on vous retrouve dans des secteurs qui sont plus liés aux services que l'industrie. Mais je fais quand même un appel à aller dans l'industrie ou aller dans le technique. On a besoin, là, il y a de vrais besoins là-dessus. Un autre point pour essayer de voir s'il y a des différences ou comment on peut aborder ces notions de différence, c'est que on a fait une étude avec France Active aussi on a interrogé les Français pour avoir leurs sentiments par rapport aux entrepreneurs, enfin les deux, femmes et hommes. Et eh bien, je pense qu'il y a de bonnes nouvelles aujourd'hui, puisque les femmes qui créent, aujourd'hui, les Français estiment qu'elles se forment plus que les hommes pour se professionnaliser, qu'elles se font plus accompagner, malgré ce que j'entends là aujourd'hui, mais qu'elles se font quand même, les Français pensent qu'elles se font plus accompagner et demandent de conseils que les hommes. Et puis, surtout, elles parlent plus et partagent plus leurs problèmes que les hommes.
Donc là, c'est le trio gagnant. Vous avez les 3 atouts clés de la réussite pour se former, se faire accompagner et puis parler, ne pas rester seul, parce qu'un des sujets clés que j'ai vu dans les questions, hein, c'est aussi cette solitude à certains moments dans cet entrepreneuriat. Donc là, vous avez vraiment des atouts clés en termes de comportement et même culturel finalement. Je pense que c'est une différence, mais surtout un vrai atout aujourd'hui et pour réussir. Du coup, tout ça se traduit dans les chiffres et les chiffres bougent. Aujourd'hui, 28% des femmes sont dans l'entrepreneuriat, qu'elles soient porteuses de projets, créatrices ou chefs d'entreprise. Alors, c'est 37% concernant les hommes, mais cet écart s'est réduit de 6 points en 5 ans. Et il s'est réduit parce que les femmes ont augmenté, la part des femmes dans l'entrepreneuriat a beaucoup augmenté. Donc ça, je pense que c'est des éléments tout à fait positifs. Bon, alors là, je n'ai pas encore parlé en fait du financement et des différences éventuellement dans le financement. J'aimerais quand même dire… nous t'en prions. Voilà, 2 mots là-dessus quand même sur ce financement. Est-ce qu'il y a une différence hommes et femmes là-dessus Ce que ressentent les Françaises et les Français là-dessus, c'est que l'accès au crédit bancaire pour 2 Français, la perception, et on verra que la réalité est différente, mais la perception, c'est que 2 Français sur 3 estiment qu'il est ou plus facile, ou ni plus facile, ou ni plus difficile que pour un homme, pour une femme, d'avoir un crédit, d'obtenir un crédit bancaire. J'allais dire, c'est même une… Alors, on peut se dire c'est pas mal, mais en fait, la réalité est nettement mieux que cela. Parce que disent les entrepreneurs quand on leur demande, aux femmes entrepreneurs, là aussi, quand on leur demande sur quels sont les freins à cet entrepreneuriat. Alors, est-ce que le financement arrive, en quelle position arrive le financement? Il n'arrive pas en première position, il n'arrive pas en deuxième, il n'arrive pas en troisième, il n'arrive pas en quatrième, mais il arrive au 9e rang des freins cités. Et même les femmes entrepreneurs citent moins cette difficulté que les hommes. C'est seulement 8% des femmes qui citent cette perception des freins liés au financement par rapport à 10% des hommes. Vous voyez, les écarts ne sont pas si énormes. Finalement, le sujet, c'est d'abord l'entrepreneuriat. Et le premier frein, parce que peut-être que vous êtes curieuse sur ces freins, le premier frein que les femmes déclarent, femmes ou hommes d'ailleurs, c'est avoir un revenu faible, irrégulier, c'est un frein pour se lancer. Les responsabilités, cette charge de mener sa barque parfois seul ou avec ses sentiments de solitude. Et le 3e frein, c'est la complexité administrative. Donc, on attend beaucoup du projet de loi qui va venir. Donc, voilà, je voulais quand même rappeler cela parce que c'est quand même important. Donc, ces différences, moi, je les trouve plutôt en faveur des femmes entrepreneurs. Me semble-t-il, ça montre qu'on a par contre un vrai défi collectif, c'est tuer les idées reçues et les idées fausses, notamment sur le financement. Oui, tout à fait. Merci Pierre pour ces précisions et pour ce message un peu d'espoir, de progression de la part des… Oui, non, c'est bien, c'est vraiment bien. Je me permets de rebondir, parce que du coup, pendant que tu parlais, Pierre, j'ai lancé un sondage parmi nos participants pour savoir s'ils pensaient que les banques prêtaient moins aux femmes dans la réalité. Et même parmi nos participants qui nous écoutent depuis 1 heure, vous êtes 70% à penser que oui, c'est vrai, les banques prêtent moins aux femmes. Mais justement, je crois que la Banque Populaire Rive de Paris va répondre à cette question là maintenant tout de suite. Alors Estelle, Dorothée, est-ce que c'est vrai que les banques prêtent moins dans les faits, dans les dossiers que vous traitez, vous? Est-ce que vous allez dans le même sens que Pierre? Est-ce que c'est une espèce de mythe, de légende urbaine, ou est-ce que vous voyez quand même des différences? Alors, juste tout d'abord, avant de démarrer, je voudrais souhaiter une bonne fête à toutes les femmes présentes aujourd'hui pour cette journée de la femme. Et donc, moi, c'est Dorothée Riotte. Et effectivement, je pense qu'on est bien représentés encore aujourd'hui avec Estelle pour prouver que à la Banque Populaire Rive de Paris, la parité est au cœur du sujet chez nous. Donc, je laisse la parole à Estelle. Tout à fait. Donc, en effet, merci Dorothée pour cette introduction. Je m'appelle Estelle et c'est vrai qu'avec Dorothée, au niveau de la Banque Populaire Rive de Paris, nous représentons un métier qui est justement l'accompagnement
par les réseaux, pour faire simple, hein, puisque nous gérons les partenariats au niveau de la Banque populaire Rive de Paris. Notre but et notre rôle, en effet, par rapport, pour répondre à la question, c'est justement d'aller repérer les porteuses de projets, les porteurs de projets. Et au niveau de la Banque populaire Rive de Paris, nous voyons que, en tous les cas, il n'y a pas de sexisme par rapport aux dossiers qui sont décidés. Après, ce qu'on note quand même, c'est peut-être une frilosité un peu plus importante de la part des femmes entrepreneurs qui présentent un dossier de financement ou simplement qui se posent la question de « est-ce que je peux demander un dossier de financement ? Est-ce que je peux demander un financement ?» Par rapport à ça, j'ai vu une question qui a été posée par une des participantes à ce webinaire, et c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'elle se demande si, elle préfère mettre de l'argent de côté pour pouvoir l'utiliser ensuite. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est plutôt dans un réflexe d'une personne qui réfléchit à titre particulier. C'est vrai que quand on est en particulier, on préfère toujours économiser et utiliser le fruit de ses économies pour lancer son projet. Quand on est entrepreneur, c'est différent. Et c'est vrai que notre casquette change, notre position change, et il est préférable de solliciter son banquier pour demander un financement à ce moment-là. Quand vous êtes entrepreneur, quand vous lancez votre entreprise, n'hésitez pas à demander un financement à votre banquier. Pourquoi? Parce qu'on le verra par la suite aussi avec Dorothée. Autant le banquier peut financer beaucoup de choses au niveau de l'entreprise, comme des investissements matériels, même du besoin en fonds de roulement, autant quand il s'agit de financer de la trésorerie, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, dès le départ, tous les investissements que vous avez à faire, en effet, n'hésitez pas à solliciter votre banquier. On ne fait pas de différence entre hommes et femmes. Estelle, je me permets de rebondir parce que tu as presque répondu directement déjà à une question, parce que tu dis on ne finance pas de trésorerie. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus, en termes de trésorerie, ce que tu entends? Parce que pour te donner un contexte, en fait, Oui. quelqu'un a posé comme question, au bout de 3 ans, c'est un peu compliqué pour moi, je n'ai pas d'argent. Donc là, tu réponds directement, mais c'est pour que tu précises un peu. J'ai précisé un petit peu plus. C'est vrai que tout ce qui va concerner la trésorerie, justement, ça va être si à un moment donné, l'entrepreneur se rend compte que le compte est à découvert. Ça, c'est de la trésorerie. Ce qui est peut-être dommage, c'est qu'on aurait pu l'anticiper. Et je pense qu'en effet, un entrepreneur qui se lance va se dire, voilà, j'ai économisé, alors ça peut être 5 000, 10 000 euros, peu importe le montant, mais j'ai économisé un certain montant et je vais utiliser ce montant-là pour acheter ne serait-ce que du matériel informatique, une voiture, un véhicule, aménager mes locaux. Donc, il va utiliser toute cette trésorerie qu'il avait de disponible. Et ensuite, pour lancer son activité, c'est-à-dire pour embaucher, là aussi, il faut de la trésorerie. S'il arrive à un moment où il a utilisé cette trésorerie, à ce moment-là, il va voir son banquier. Pour nous, pour les banques en général, c'est plus compliqué parce que là, on est dans le financement de quelque chose qui est justement immatériel. Les délégations ne sont pas les mêmes. Alors, nous, ce qu'on propose et ce qu'on préconise vraiment, c'est à l'ensemble des participantes, c'est vraiment de vous dire que d'aller consulter son banquier, et de dire, là, j'ai besoin d'un peu de meubles pour même aménager mes locaux, d'un nouveau véhicule, de tout ce qui est matériel. Comment vous pouvez m'aider à le financer? Et on a des solutions. Et du coup, ça me permet de dire… Pardon, vas-y. Non, je rajoute celle qu'on a d'autres systèmes de financement comme le financement des factures. Voilà. Il y a plein de financements qui existent. Il ne faut pas hésiter à demander comment je peux financer telle ou telle chose. Et du coup, Estelle et Dorothée, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui fait qu'une banque dit oui, en fait, comment rendre son dossier bankable? Alors, la principale réponse à cette question, comment construire vraiment, comment avoir un dossier bankable, c'est surtout comment construire une relation avec son banquier. C'est ça qui est important. C'est-à-dire, c'est vraiment instaurer de la confiance dès le départ, être transparent sur son projet, sur soi-même. Et vraiment avoir cet échange, ne pas hésiter en fait à dire les choses. Souvent on se dit je vais pas pouvoir en parler à mon banquier parce qu'il va avoir
voilà, une impression où il faut vraiment être transparent totalement parce que c'est là où c'est le plus important pour nous. Quand on connaît tout le dossier, on va pouvoir l'appréhender totalement et pouvoir répondre à tout. Donc, c'est vraiment ça, comprendre votre métier, votre activité. Qu'est-ce que vous faites exactement? Quelle est votre valeur ajoutée à vous? Qu'est-ce que vous apportez dans votre société? C'est aussi important de se connaître soi-même, c'est-à-dire quels sont nos points forts dans ce qu'on va amener à notre société. Et puis aussi, quelque part, on a des points d'amélioration, ça peut nous arriver, et c'est important de les connaître et de ne pas hésiter justement à en parler parce que c'est pas forcément négatif, on peut avoir des points d'amélioration. C'est même plutôt positif de les connaître, voilà, et de trouver des solutions pour les améliorer. Et on peut aussi parfois vous accompagner sur ce chemin-là. Quand vous parlez à votre banquier, il ne faut pas hésiter à parler de soi. Souvent, on parle de la société, mais c'est important de vous connaître vous en tant que personne. Quel est votre vécu? Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous êtes arrivé à créer cette société? Voilà, quel a été votre parcours et votre chemin pour en arriver là? Votre expérience, évidemment. On a parfois on rencontre des porteurs et porteuses d'affaires qui changent totalement de métier et qui créent leur société dans un autre domaine. C'est important de savoir pourquoi et voilà, quel a été le cheminement. Et puis, bien sûr, planifier vos objectifs, ça c'est important, c'est-à-dire que souvent, on se dit j'ai envie de créer une société, voilà, mais il faut vraiment aller toujours voir plus loin. Quel va être l'objectif de demain, après-demain et des années à venir? Les écrire. J'entendais tout à l'heure, tu parlais c'est vrai que les femmes sont souvent dans le coup de cœur, etc., mais pas forcément dans la quantification, les chiffres, etc. Oui, il faut apprendre à écrire tout ça, à le quantifier et à le planifier dans le temps. Oui, à savoir en parler aussi, le pitcher. Exactement. Et là, Estelle Dorothée, pendant qu'on vous tient, je défile les questions et on nous demande souvent, est-ce que la situation personnelle de quelqu'un, par exemple, qui aurait des prêts immobiliers personnels est prise en compte quand on demande un financement d'entreprise? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question l'une ou l'autre assez précise? Alors, je vais y répondre. Il est vrai que lorsqu'on aborde le sujet d'un projet professionnel, on tient compte de la situation personnelle. Alors, tenir compte de la situation personnelle, ça ne veut pas dire que nous allons compter l'endettement à titre personnel au même titre que l'endettement professionnel, mais bien sûr qu'on tient compte de sa situation. Pour être encore plus précise, vous souhaitez créer votre entreprise. Vous êtes déjà presque propriétaire de votre bien immobilier puisque vous avez des encours de crédit à titre perso. Ça n'est pas un frein. Voilà, j'ai été claire. J'ai presque envie de dire que bien au contraire, lorsqu'on est justement propriétaire d'un bien immobilier, c'est plutôt ça peut être même un plus. En tous les cas, ça n'est pas un frein. Donc, on ne compte pas l'endettement à titre particulier dans le global de l'endettement professionnel. Encore une fois, ça dépend aussi de la structure juridique que vous avez choisie pour votre projet professionnel. Estelle Dorothée, merci beaucoup pour votre participation. Nous avons la chance d'avoir Narima qui représente l'association Adier et qui du coup va pouvoir nous aider à savoir ce que l'on peut faire si malheureusement notre banquier nous refuse notre prêt. Donc Narima, bonjour, bienvenue. Est-ce que tu pourrais représenter l'association Adier pour ceux qui ne la connaissent pas? Bonjour, et puis merci de nous avoir invités. Et puis, je trouve que c'est génial parce que vous êtes arrivés le jour même des droits des femmes à faire votre, je dirais, conférence, qui est quand même assez… Parce que l'ADI le fait, mais ça sera la semaine prochaine. Donc, l'ADI, je crois que c'est déjà important de partir, si vous permettez, vraiment 2 secondes sur l'origine. Bien sûr. Alors, la première, c'est le nom. Association du droit, et ça, le droit, j'insiste souvent dessus, à l'initiative économique. Donc là, c'est quand même une association qui base tout sur on a le droit et on va donner ce droit-là de créer son entreprise.
Donc ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose qui me semble aussi essentielle, là, cette année, l'ADI fête ses 35 ans d'existence. Elle est sur toute la France, pays d'outre-mer. Je veux dire, c'est une association qui est bien posée, bien réelle, bien concrète et bien développée. Et quand Maria Novak, puisque c'est la créatrice, donc déjà, elle a quand même travaillé 4 ans avant d'arriver à ce que l'ADI existe, elle avait posé, je vais dire, un principe, et j'ai eu la chance de la rencontrer à certaines conférences, à certaines réunions, qui était, c'est un salarié pour 2 bénévoles. Je suis bénévole à l'ADI. Précédemment, j'ai fait de la création et suivi d'entreprises. Donc, j'ai travaillé aussi bien avec les banques, beaucoup la Banque Populaire, puisque j'avais essentiellement des clients du secteur artisanal. Donc, c'est vrai que la Banque Populaire se place essentiellement bien là-dessus. Et bien sûr, j'ai travaillé avec l'ADI pour tous ceux et celles que les banques n'ont pas voulu. Donc, c'est très bien en termes d'enchaînement. Et donc, les salariés, je dirais, sont vraiment sur le microcrédit, puisque c'est la raison d'être de l'ADI, c'est de prêter de l'argent à tous ceux et celles que les banques ne veulent pas. Donc, c'est très bien qu'on arrive en fin de conférence, d'abord parce que ça m'a donné l'occasion de vous entendre chacun, de pouvoir. Et la dernière, c'est que vraiment, nous, on arrive quand ils n'ont plus le choix, j'ai envie de dire. Et les bénévoles, dont je fais partie actuellement, notre rôle, c'est de faire vraiment de l'accompagnement. Et nous avons un accompagnement collectif et surtout et essentiellement individuel. Ce que je crois que très peu d'organismes ont, c'est-à-dire aussi bien la finance que l'accompagnement. Voilà, ça c'était vraiment important pour moi de le préciser parce que depuis le début, j'entends effectivement financement, l'ADI y est, j'entends accompagnement et je remercie la BPI de nous avoir cités parce qu'effectivement, on est assez essentiel. Alors, je ne mets pas de côté actionnel, mais il n'y a pas le financement et c'est que les femmes. Nous, on a financement et tout public. L'ADI, elle a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans le financement. Donc, quand vous me posez la question comment l'ADI se place quand les banques ne veulent pas, je dirais c'est notre cœur de clientèle. Depuis tout à l'heure, je vous entends. Je veux dire, nous, on a les chômeurs, les RSA, les vieux. On a beaucoup, je dirais, de personnes qui travaillent, mais déclarées, pas déclarées, en informel. Vous voyez, on est vraiment, je dirais, à part de tout ce que vous venez de dire. On est en bout de chaîne. Donc, quand les banques… Alors déjà, nous, si vous voulez, on peut même financer avant la création d'entreprise, ce qui permet de voir ce que ça donne, de voir, comme vous l'avez si bien dit, faire le point de ce qui va, de ce qui ne va pas, pour que quand on la lance, elle a un maximum. Donc, maintenant, pour revenir au financement, puisque c'est quand même sur ça porte la conférence, l'ADI prête surtout, c'est-à-dire qu'elle peut prêter sur de la trésorerie, sur du matériel, elle peut prêter même si la personne est interdite bancaire. Donc, si vous voulez, ça travaille sur la personne, comme vous l'avez si bien dit, sur la personne et la confiance entre la personne et l'ADI. Donc, alors, nous, on ne prête que jusqu'à 12 000 € maximum. Bon, en général, il faut dire la vérité, c'est entre 4 et 6 000 €. D'accord. Et l'ADI gère aussi le prêt d'honneur et c'est elle-même qui le rajoute au financement du prêt. Donc, comme vous l'avez dit précédemment, prêt d'honneur, si vous voulez, c'est sans intérêt à rembourser. Donc, voilà pour vous donner une image de cette association qui me tient beaucoup à cœur parce que ça, je dirais, ça n'a rien à voir avec tout ce qui existe. Je dirais notre public, par exemple, on parle beaucoup de sites internet, tout ça, mais ils sont assez perdus. Déjà, je dirais, sur des gens qualifiés, diplômés que j'ai pu rencontrer dans ma carrière, il y a tellement de sites, tellement d'informations que c'est difficile de s'y retrouver. Donc, nous, voilà, toute notre importance de tout ce partenariat pour donner au mieux et au plus à nos créatrices. Merci beaucoup, Narima, pour ces précisions. Je pense que c'était plutôt clair. Anne, est-ce que tu aurais des questions additionnelles ou moi je pense que… Non, Narima a très bien résumé la situation, l'a dit avec laquelle
on travaille souvent conjointement, accompagne effectivement des personnes qui n'ont pas accès au crédit traditionnel. Ça, je crois que ça a été très, très clair pour tout Oui. le monde. Narima, est-ce que tu peux peut-être nous dire un mot également sur est-ce qu'il existe des aides spécifiques pour les entrepreneurs qui sont chez vous, qui sont chez nous, ou qui sont en création d'entreprise d'une manière générale, outre le microcrédit, est-ce qu'elles peuvent aller frapper, est-ce que vous les accompagnez pour aller frapper à d'autres portes, pour aller chercher peut-être des aides de l'État ou des aides des régions, etc. Bien sûr, puisque c'est ce que je dis, en fait, vraiment, nous, les bénévoles, on boucle l'ensemble. Donc, il faut effectivement avoir donc ce prêt sur l'ADI. Et on peut, donc là, je l'ai déjà dit, déjà dedans, on intègre le prêt d'honneur. On les aide à aller chercher l'ACRE. Alors, c'est vrai que là, on n'en a pas entendu parler, qui est une exonération de charges sociales, mais pour notre public, c'est essentiel parce que c'est toujours ça à ne pas sortir. On peut aussi les aider pour l'ARS, qui est donc réservé à des demandeurs d'emploi. On va aussi les aider sur le maintien des droits des minima sociaux, puisqu'on en a beaucoup qui sont dans cette situation. On va aussi, je dirais, aller sur… il y a une prime jeune qui existe et dont l'ADI a la possibilité de l'attribuer. Donc, c'est une prime de 1 000 €. Donc, ça, bien sûr, on y va aussi. Toutes celles-ci, vraiment et sincèrement, tout bénévole. Alors, l'avantage, c'est qu'on est des bénévoles qui venons de tout secteur. Bon, alors, on a beaucoup de banquiers, on a beaucoup de financiers, mais on a aussi, par exemple, beaucoup de personnes qui viennent de la communication, qui viennent… Donc, on travaille vraiment, et ça, j'ai découvert, on travaille vraiment ensemble sur des projets. Hein, alors, après, ça, c'est vraiment l'essentiel des aides par rapport à notre public, hein, que l'on apporte. Maintenant, il est bien évident que, personnellement, venant du monde de la création d'entreprises et suivi, je connais aussi, et je l'ai déjà fait, et si nécessaire, on le refera, parce que là, j'en ai pas entendu parler, mais la garantie égalité femmes, c'est quelque chose aussi qui a une place et que moi, il m'est arrivé. Alors, dans mon passé, souvent, actuellement avec l'ADI, moins souvent, mais quand même, je pense aussi, vraiment, parce que ça a aussi une place, c'est les clubs qui existent de chefs d'entreprise femmes, ça aussi, par exemple. Et à l'ADI, on est en train d'en créer un, essentiellement d'ailleurs. Et l'ADI a, par exemple, des clubs création d'entreprise sur des métiers. Elle en a un, par exemple, sur le nettoyage. Elle en a un, par exemple, sur la restauration. Elle en a un, par exemple, sur la vente. Parce qu'elle a des boutiques éphémères gratuites où les clients peuvent exposer. Donc, on les prépare à cette exposition. Donc ça, pour nous, c'est considéré aussi comme une aide. Parce que non seulement, bon, parce qu'elles ont gratuitement le lieu pour exposer, mais aussi parce qu'on leur apprend à exposer. Hein, parce que je crois que vous l'avez si bien dit, c'est que la formation, l'accompagnement, alors moi je le dis, mais ça c'est Narima Lemoine, je n'emploie quasiment jamais le mot conseil. Je pars toujours du vécu, de ce qu'ils ont, et c'est avec ça que j'essaye d'avancer avec eux. Donc, je pense aussi, si vous voulez, à vous, Actionnel, très sincèrement, je reconnais le travail considérable que vous pouvez faire en accompagnement, qui dépasse, parce que je dirais en termes collectifs, qui dépasse même le nôtre. Hein. En termes individuels, je vais dire qu'on a beaucoup de bénévoles qui nous permettent d'avoir plus de temps avec nos créateurs. Hein, je tiens à le dire. Je pense aussi, si vous voulez, au salon micro-entreprise. En parallèle du salon micro-entreprise, on a une journée quand même avec beaucoup de conférences pour les femmes. Et moi, je me souviens de mon passé, j'accompagnais des petits groupes, si vous voulez, sur ces conférences-là pour les habituer à les écouter et questionner. Parce que ça ne fait pas partie de leur culture en public. Individuellement, je veux dire, c'est assez aisé, mais sincèrement, en public, devant d'autres, quand ils savent en plus, vous voyez, quand ils vous entendraient diplômés, parler anglais, ça les réfrène. Donc, je les accompagnais, je dirais, pour un peu les trucs. On les forme, par exemple, aussi sur du pitch. Donc, voilà, je pense à une autre aide, mais c'est l'AGEPI, nous, par exemple, chez notre public. C'est-à-dire, c'est une aide qui est délivrée maintenant par France Travail,
ex-Pôle emploi, pour la garde d'enfants. C'est-à-dire que quand il doit faire des démarches, c'est assez important. Hein. Donc, voilà. Alors, ça, c'est des aides où, bien sûr, qu'on y va. J'avoue que depuis 1 an et demi où je suis à l'ADI, donc je m'en tiens à l'ADI, je ne suis jamais allé encore, alors que précédemment, oui, sur des aides, je dirais, de start-up. Ça, bon, ce n'est pas tellement notre public, si vous voulez. D'accord. En tout cas, Narima, je pense que ce qui est important de retenir pour les gens qui posent pas mal de questions dans le chat, c'est vrai qu'il existe énormément d'aides. On ne peut bien sûr pas toutes les citer, mais effectivement, en allant voir un conseiller ADI ou d'autres conseillers, on pourra avoir une vision globale de toutes les aides qui existent. Et pareil, je vois une autre question dans le chat qui dit comment choisir sa structure d'accompagnement, parce qu'il y en a tellement on a l'impression qu'elles font la même chose, mais en fait, oui, alors elles font la même chose, mais pas de la même façon et pas auprès du même public. Donc, il y en a pas qui sont meilleurs que d'autres. Il s'agit juste de trouver chaussure à son pied, si j'ose dire. Et parfois, il y a des structures qui travaillent ensemble, comme toutes les structures, Julien le disait tout à l'heure, toutes les structures qui sont sous l'égide de BPI grâce à CapCréa, l'ADI en fait partie, Actionnel en fait partie. Donc, il nous arrive de monter des projets commun, et c'est comme ça qu'on peut réussir à trouver la structure qui va nous accompagner. Et la structure qui nous accompagne aujourd'hui, c'est pas forcément la même qui nous accompagnera demain, parce que dans une vie d'entrepreneur, il y a plusieurs étapes et on n'a pas forcément les mêmes besoins au début ou au milieu de sa vie d'entrepreneur. Et c'est pour ça que, Narima, on a bien compris ce que tu as dit. Il existe énormément de possibilités, il existe énormément de portes à pousser, et il est important de poser la question, d'oser pousser les portes pour aller chercher des aides auxquelles on a droit, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites pour les entrepreneurs et notamment pour les femmes entrepreneurs. Tout oui, à Julien. fait. Oui, Julien, pardon. Le micro, Julien. Micro. Attends. Ça a l'air d'être mieux. C'est bon. On vous entend, Julien. Top. Par rapport à ce que disait Narima, c'est que, parce que là, on parle d'argent et de financement, et c'est vrai que dans le chat, on a pas mal de questions par rapport aux moyens financiers, la situation personnelle, est-elle prise en compte pour le projet professionnel. Je veux juste préciser que même les interdits bancaires, les personnes qui malheureusement ont eu une interdiction bancaire liée par exemple à l'émission d'un chèque qui a pu être rejeté et puis on se retrouve interdit bancaire, ça peut parler à certains. Même les interdits bancaires ont le droit d'être financés. En fait, quand Narima parle de l'ADI, et moi je suis BPI France, mais on travaille avec l'ADI, on l'a dit tout à l'heure, on accepte aussi les interdits bancaires pour les prêts d'honneur solidaires en cofinancement avec un prêt de l'ADI. Et donc, il ne faut pas oublier non plus ces publics, parce qu'en fait, tout le monde a le droit aujourd'hui d'entreprendre, même ceux qui, malheureusement, aujourd'hui sont dans une situation financière qui peut être très fragile pour des X ou Y raisons. On n'est pas là pour juger, pour porter un jugement, on est là pour accompagner ces gens-là. Et donc, même ceux qui sont donc interdits bancaires ou qui connaissent des difficultés financières, on a parfois des solutions. Alors, je ne dis pas qu'ils seront toujours financés, mais on a aussi des solutions pour accompagner ces publics-là. Voilà. Excusez-moi pour... Merci, Julien. Merci beaucoup, Julien. Très pertinent. Alors, pour seulement rebondir deux secondes sur l'accompagnement, c'est vrai que l'ADI accompagne tous ceux qui ont un crédit, il y a un accompagnement individuel qui est fait. Oui, c'est une espèce de garantie. À partir du moment où vous investissez, où vous prêtez de l'argent, vous vous assurez que le projet soit pérenne et solide. Et donc, c'est pour ça que vous accompagnez vos bénéficiaires. C'est bien ça? Absolument. Bon, en boutade, et je me permets de le dire, je dis souvent à mes clients, faut quand même qu'on récupère notre argent. Donc, on a tout intérêt à ce que vous vous développiez. Voilà, ça c'est. La deuxième, l'ADI a une action, si vous voulez, intitulée Tremplin, où on essaie de régulariser un maximum d'informels. Donc, on reçoit des informels, crédit ou pas crédit, nous les accompagnerons, puisque c'est une action spécifique, vous voulez, dessus.
Et le dernier point, c'est que l'ADI a ce qu'on appelle les bons plans et qui sont réservés. C'est par exemple des assurances, c'est par exemple la possibilité d'avoir des véhicules. Tout ça, c'est essentiel que je ne pense pas que beaucoup d'organismes ont. Alors, ça ne rentre pas dans les aides générales dont vous parliez tout à l'heure, mais pour nous, ça en fait partie aussi. Merci beaucoup, Narima. Merci, Narima. Nous sommes arrivés à la fin des interventions. Merci beaucoup à tous. Est-ce que l'on commence la session de questions-réponses, Anne? Alors, écoute, on a déjà écumé pas mal de questions pendant le webinaire, mais on peut refaire un petit tour. Je voulais juste essayer de faire un petit résumé de ce qui s'est dit pour les gens qui nous ont rejoints en cours de route. Donc, du coup, on était là pour essayer de lever les craintes sur le financement des projets entrepreneuriaux portés par des femmes. On a vu avec la Fédération bancaire française et la Banque populaire notamment que contrairement à ce qu'on pouvait penser habituellement, non, les banques, les établissements bancaires ne prêtaient pas moins aux femmes qu'aux hommes, que l'important c'était justement de travailler le côté financier de son projet, de présenter un dossier solide, d'être transparent avec son banquier pour vraiment asseoir une relation de confiance. Ça, Dorothée et Estelle nous l'ont bien rappelé, de pouvoir parler ouvertement de ses problèmes, d'avoir une situation financière personnelle saine, mais pas forcément, comme l'a dit Julien et comme l'a dit Narima. C'est vrai que même quelqu'un qui a eu des accidents de la vie, des accidents de parcours, un interdit bancaire, qui a commis par le passé qui a eu par le passé des soucis avec sa banque, peut encore avoir des financements. C'est sous réserve d'avoir un dossier, un projet solide derrière. Et puis surtout, on l'a dit suffisamment souvent, l'accompagnement pour justement comprendre les tenants et les aboutissants financiers de son projet et comprendre que quand on devient chef d'entreprise, ok, on a une expertise à la base, on peut faire des gâteaux, on peut faire des bijoux, on peut travailler dans le bâtiment ou être peintre, maçon, que sais-je, mais on devient avant tout une chef d'entreprise avec un rôle de gestionnaire, un rôle de vision stratégique financière et un rôle de développement et de croissance. Et ça s'apprend. On ne se réveille pas un matin en devenant gestionnaire d'entreprise. Donc, il faut se faire accompagner pour pitcher son idée, pour aller chercher des fonds et pour piloter la stratégie de son entreprise. Je crois que j'ai rien oublié. Qu'est-ce que tu en penses, Christine? C'est très impressionnant, Anne. Bravo. Très bien résumé. Je voudrais juste ajouter un dernier point, et là, je vais être plutôt ma casquette de présidente d'Actionnel. Il faut savoir, parce qu'on a parlé un peu de CapCréa sans vraiment dire ce que c'était. CapCréa, c'est une initiative de 27 réseaux qui se sont réunis autour de BPI France pour accompagner aussi bien dans le financement en amont que pendant, qu'après, et même pour certains, pour reprendre quand on a vraiment échoué sur une entreprise, dit échoué entre guillemets parce qu'on apprend toujours pour rebondir. Donc, on a vraiment toutes les étapes de la vie de l'entrepreneuriat. Et tous ces réseaux se sont réunis pour vous accompagner. Donc, bien sûr, Actionnel en fait partie. L'a dit. Après, on a Reboost, on a le réseau Entreprendre, on a vraiment Initiative France. Vraiment, on est vraiment les 27 réseaux les plus importants de France. Et ça, on l'a voulu pour qu'une seule chose, vous accompagner au quotidien. Parce que notre but est vraiment de vous aider. On n'a pas arrêté de dire que l'accompagnement est vraiment essentiel, mais la différence, elle est là. Par rapport à toutes les questions que j'ai pu voir, il y a énormément en fait de ce côté où on se sent seul, on ne sait pas qui parler, on ne sait pas qui s'adresser. Être accompagné en plus par d'autres entrepreneurs, chez Actionnel, c'est le cas. Nous sommes des entrepreneurs qui accompagnent d'autres entrepreneurs, et ça, c'est vraiment une force. C'est-à-dire que vous aurez l'occasion, si besoin, que moi, je puisse vous épauler si c'est nécessaire. Nous sommes d'autres chefs d'entreprise qui sommes là aussi pour vous épauler. Et ça, je trouve que d'être accompagné par des personnes qui sont déjà passées sur le même parcours, c'est hyper important. Donc voilà, n'hésitez pas. Je pense que vraiment, on martèle depuis le début, mais je pense que c'est vraiment essentiel de se dire qu'il y a vraiment cette importance d'être accompagné. Voilà, c'était
j'enlève la casquette de président. Merci Frédéric, mais c'est vrai que tu l'as bien rappelé, Narima le disait tout à l'heure, elle a dit fête ses 35 ans, nous on est beaucoup plus jeunes chez Actionnel, en fait que nos 30 ans cette année, donc on est quand même pas si loin, et c'est vrai que historiquement c'est un réseau de femmes chefs d'entreprise créé par les femmes chefs d'entreprise, pour les femmes chefs d'entreprise, et comme le disait Frédéric à l'instant, il y a vraiment cette notion d'entraide, de partage, d'accompagnement, oui certes, mais d'entraide, de partage et surtout de réseau, de confiance, pour pouvoir faire des synergies, pour pouvoir grandir et pour pouvoir apprendre à être une chef d'entreprise. Christine, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants pour avoir été présents. En cette journée de la femme, en fait, ce que j'aimerais conclure en disant, croyez en vos rêves, mais financez-les, vous trouvez de l'argent pour les financer. Vous n'êtes pas seul, vous êtes loin d'être seul. Je pense qu'en France, on a cette grande chance d'avoir des structures qui peuvent nous accompagner, des personnes qui ont l'envie de nous accompagner, qui sont bénévoles, des partenaires également. Donc, il faut juste oser, croire en vos rêves, trouver les bons partenaires, donc le réseau qui correspond en fait à l'âge de votre entreprise, à votre personnalité, à vous également, parce que vous êtes en fait votre entreprise, c'est vous qui l'incarnez. Donc il est important de savoir bien vous accompagner, de trouver la bonne banque également. Donc chez Actionnel, nous on est prêts à vous accueillir si vous voulez. Lady également est là. Donc surtout, je voudrais terminer ce message en disant que vous n'êtes pas seul dans votre parcours entrepreneurial, que nous sommes toutes là, et quand je dis nous, ce sont les femmes, et surtout, croyez en vos rêves. À très bientôt à toutes. Merci beaucoup Christine, et moi je conclus en remerciant tous nos intervenants, Narima, Frédéric, Estelle, Dorothée, Julien et Pierre d'avoir répondu à toutes les questions ce matin. Bien sûr, on n'a pas pu répondre absolument à toutes les questions, mais vous allez recevoir un mail tout de suite dans la foulée avec tous les liens qu'on a pu évoquer, toutes les structures qu'on a pu évoquer ce matin. N'hésitez pas à y faire un tour. Vous aurez également le replay de ce webinaire si vous n'avez pas bien tout noté. Actionnel reste à votre disposition lors de nos réunions d'infos ou lors de nos événements. Vous pouvez venir en direct nous poser toutes vos questions. Et puis, voilà, belle journée des droits de la femme à toutes et tous. Et puis, à très bientôt chez Actionnel. Merci. Très bientôt. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Belle journée.